Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui peut sembler un peu technique, un peu intimidant, Un petit peu, oui. mais qui est vraiment en train de tout changer, l'automatisation des flux de travail. Et surtout, le rôle des nouveaux agents d'intelligence artificielle. Mhm. Pour ça, notre source est un peu particulière. C'est la transcription d'une session de formation sur un outil qui s'appelle NRT. D'accord. L'avantage, c'est que ça va nous permettre d'être très très concret, d'aller droit au but pour comprendre la mécanique derrière tout ça. Exactement. L'idée, ce n'est pas de faire une liste de fonctionnalités, hein. C'est de comprendre le changement de philosophie, en fait. C'est ça. On va voir comment on passe d'un monde où il faut donner des instructions ultra précises à une machine, un peu comme un robot un peu bête, Oui, très scripté. très scripté, voilà, à un monde où on peut confier une mission à un système qui, lui, va réfléchir et choisir les bonnes actions tout seul. C'est un saut conceptuel qui est assez fascinant. Et pour commencer, la source met le doigt sur un point qui est la base de tout. C'est la donnée. Toujours. L'exemple est tout simple, hein. On donne à une IA le profil de, disons, Manon Lefebvre. Elle travaille avec. L'instant d'après, on lui donne celui de Benoît Maître, et hop, elle s'adapte. Elle s'adapte, oui. Ça paraît évident, mais ça veut dire que le système n'est pas figé. Il est dynamique. Il est réactif à l'info qu'on lui donne. C'est sa matière première, quoi. C'est exactement ça. Sans données en entrée, il n'y a pas d'action en sortie. C'est le carburant. Toute automatisation, même la plus complexe, elle démarre avec une information qui arrive. Alors, justement, décortiquons ce processus. La source explique qu'une automatisation, c'est une séquence, une suite d'étapes, un peu comme une recette de cuisine. C'est une bonne image. Et cette recette, elle ne démarre jamais toute seule. Il faut une étincelle. C'est ce que dans le jargon, on appelle un déclencheur ou trigger. C'est l'événement qui met le feu aux poudres. L'analogie de la conduite sur l'autoroute qui est dans la source, elle est parfaite pour ça. Ah ouais. Imaginez, vous conduisez, la voiture devant vous freine d'un coup. Ses feux stop s'allument. Ça, c'est le déclencheur. Le signal. Le signal visuel, votre cerveau le traite en une fraction de seconde et votre pied, hop, il appuie sur le frein. C'est l'action, l'automatisme. On ne refait pas tout le calcul. Si feu rouge, alors je dois freiner. C'est câblé. D'accord. Eh bien, l'objectif d'un outil d'automatisation, c'est de nous permettre de câbler exactement ces mêmes logiques de cause à effet, mais dans un logiciel. Et le logiciel, au cœur de notre discussion, c'est donc cet outil N8N. La formation le positionne de manière assez intéressante, je trouve. C'est-à-dire, Il est décrit comme un compromis. Ce n'est pas le plus simple du marché, il y a une petite courbe d'apprentissage, mais en contrepartie, il est extrêmement puissant et surtout, son modèle économique le rend quasi gratuit pour plein d'usages. ah oui, Ça contraste avec des concurrents qui sont peut-être plus clic-bouton, plus faciles d'accès, mais qui présentent très vite des factures assez salées. oui, c'est le positionnement classique de l'outil un peu pro en fait. On sacrifie un peu la facilité immédiate au profit de la flexibilité et de la puissance à long terme. C'est ça. Sa vraie force, et c'est vraiment le point clé de la source, c'est de servir de hub, de traducteur universel. Mhm. On peut y connecter son CRM comme HubSpot, sa base de données comme Airtable, ses Google Sheets, son IA comme ChatGPT, son outil de projet comme Notion. En fait, presque tout ce qui a une porte d'entrée numérique peut être branché à NN. Il devient la tour de contrôle en quelque sorte. C'est ça. Il fait dialoguer des systèmes qui à la base ne se parlent absolument pas. D'accord, mais concrètement, comment ça marche cette traduction universelle? Comment est-ce que Notion peut parler à HubSpot? Ça a l'air un peu magique, on dit comme ça. La magie a un nom, et c'est vraiment le concept clé de toute l'informatique moderne, l'API. L'API, Et la source utilise une métaphore qui est géniale pour démystifier ça. C'est celle du restaurant. Alors, imaginez, vous êtes assis à table, vous êtes le client. Vous représentez N8N, qui a besoin d'une information. Le cuisinier, dans sa cuisine, c'est l'application distante, disons la base de données Airtable. d'accord, le cuisinier a toutes les données. Exactement, tous les ingrédients, les données brutes. Vous, en tant que client, vous ne rentrez pas dans la cuisine en criant « Passez-moi les infos sur le client Dupont ». Non, ce serait le chaos, j'imagine. Le chaos total. Entre vous deux, il y a le serveur. L'API, c'est le serveur. Ah, d'accord. Vous lui passez une commande, claire, structurée. Je voudrais la fiche du client Dupont. Le serveur prend cette commande, il la transmet à la cuisine dans un langage que le cuisinier comprend. Il attend que le plat soit prêt, que la donnée soit trouvée, et il vous la ramène sur un plateau. C'est l'intermédiaire. Voilà. L'API, c'est cet intermédiaire qui normalise la communication. Il prend les requêtes, les transmet, et il rapporte les réponses. C'est une super image. Mais
Pour rester sur la métaphore, dans un restaurant, un serveur peut se tromper, la cuisine peut être débordée ou ne plus avoir un ingrédient. Mhm. Dans le monde numérique, j'imagine que ces serveurs API ne sont pas infaillibles non plus. C'est une question cruciale. Et c'est précisément ce qui différencie une automatisation, disons, amateur, d'une automatisation professionnelle. Oui, les API peuvent être lentes, elles peuvent tomber en panne, ou renvoyer un message d'erreur du genre « ce client n'existe pas ». L'équivalent de « désolé, on n'a plus de saumon ». Exactement. Une automatisation bien conçue doit anticiper ces scénarios. On y reviendra en parlant de la gestion des erreurs. Mais vous avez raison, la communication n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Parfait. Alors maintenant qu'on a le comment, parlons du quoi. L'ensemble de cette séquence, du déclencheur à l'action finale, la source l'appelle un workflow, un flux de travail. C'est ça. Et chaque étape individuelle, chaque action, c'est un nœud. C'est le vocabulaire de base, en effet. Et chaque nœud, c'est une petite boîte noire très logique. Il reçoit des données en entrée. Le data in, Le data in, voilà. Il effectue une opération et il produit des données en sortie. Le data out. Si on reprend notre nœud Airtable, en entrée, on lui donne l'info Jean Dupont. Le nœud va utiliser l'API d'Airtable pour chercher cette info. et en sortie, Et en sortie, il va fournir un paquet de données, l'email de Jean Dupont, son téléphone, le statut de sa dernière commande, tout ce que l'API d'Airtable est capable de renvoyer. et pour lancer ce tout premier nœud, on a donc notre fameux déclencheur. La source en liste plusieurs types. Oui, Ça peut être une action, comme un formulaire rempli sur un site web. Ça peut être temporel, ce qu'on appelle un cron pour les plus techniques. du genre tous les matins à 8 heures. Voilà. Ou ça peut même être manuel, un simple bouton dans une application sur lequel on clique pour dire « Go », lance la machine. Et la source insiste sur une règle d'or, une bonne pratique qui est fondamentale. Un seul déclencheur par workflow. Un seul. Pourquoi ? Ce n'est pas tant une limite technique qu'une règle de bon sens pour garder le contrôle. Si votre workflow peut être démarré par 3 événements différents, ça devient très difficile à débugger en cas de problème. Ah oui, on ne sait pas d'où ça vient. Exactement. Pour savoir ce qui se passe, il faut savoir ce qui a mis le feu aux poudres. Un point de départ unique, ça garantit la prédictibilité et la stabilité du système. D'accord, donc on a une séquence de nœuds, une chaîne d'actions, mais la vie est rarement une ligne droite. J'imagine que ces workflows peuvent être plus intelligents qu'une simple succession ABC. Absolument. Et c'est là qu'intervient la notion de condition. On introduit des embranchements, des si, alors, sinon, Des carrefours. des carrefours décisionnels, c'est ça. L'exemple de la source est très clair. Un nouvel utilisateur s'inscrit, le workflow démarre. Un des premiers nœuds va vérifier dans la base de données, est-ce que l'email de cette personne est déjà connu? D'accord. Si oui, alors on l'oriente vers la branche client existant, qui envoie un email du type « Ravi de vous revoir ». Sinon, il part dans la branche nouveau client avec l'email de bienvenue. Le workflow n'est plus une autoroute. Non, c'est un réseau routier. On ajoute des cerveaux, en fait. Et je suppose que c'est aussi là qu'on gère les problèmes que j'évoquais tout à l'heure avec notre serveur de restaurant un peu défaillant. Exactement. Vous anticipez le point suivant. La gestion des erreurs. C'est une branche conditionnelle, mais très spécifique. Que se passe-t-il si le nœud qui contacte l'API d'Airtable échoue? Une micro-coupure réseau, par exemple. Voilà, ou si le service est indisponible. Au lieu de laisser tout le workflow planté misérablement, on peut configurer une route de secours. Si erreur, alors envoie une notification sur Slack ou par email. Et qui dit « Attention, ça a échoué ». Oui. L'action pour Benoît à 15h15 a échoué. On peut aussi lui dire de réessayer 3 fois à 1 minute d'intervalle avant d'abandonner. C'est ça qui fait passer un simple bricolage à un système de production qui est fiable. Tout ça me semble incroyablement robuste, mais aussi un peu angoissant, je dois dire. Laisser une machine prendre des décisions, envoyer des emails à des clients sans aucune supervision. Je vois. Est-ce que la source évoque une sorte de solution intermédiaire ? Oui, et c'est une approche qui est pleine de sagesse. C'est la distinction entre la semi-automatisation et l'automatisation complète. La semi-automatisation ? C'est un workflow qui, à un moment stratégique, va intégrer une étape de validation humaine. L'exemple donné est excellent. On demande à ChatGPT de rédiger un premier jet d'email de prospection. D'accord. Mais au lieu de l'envoyer directement, le workflow met le processus en pause. Il crée une tâche de validation, par exemple dans Notion, avec l'email qui a été généré. Et un humain voit intervenir. Un humain lit l'email, peut le corriger, puis clique sur un bouton « Approuver ». Et c'est seulement à ce moment-là que le workflow reprend et envoie l'email.
Ah oui, c'est comme des roulettes sur un vélo, en fait. Des petites roulettes pour l'automatisation. C'est la meilleure image possible. On ne donne pas les clés de la voiture tout de suite. On construit la confiance. On construit la confiance dans le système. Après avoir validé manuellement 50 emails et constaté que 49 d'entre eux étaient parfaits, là, on peut commencer à se dire « Ok, je suis assez en confiance avec la qualité de ce que produit l'IA pour retirer cette étape humaine. » On passe au 100% automatique de manière éclairée, pas à l'aveugle. Et c'est là qu'on arrive au plat de résistance. Parce que tout ce qu'on a décrit jusqu'ici, c'est de l'automatisation, certes intelligente, mais très scriptée. Très « si ceci, alors fais cela ». Oui, La source présente ensuite une fonctionnalité qui semble être un vrai changement de dimension, l'agent IA. ah mais là, c'est un changement complet de paradigme. On n'est plus du tout dans la même logique. Expliquez-nous. Dans un workflow classique, on est le metteur en scène. On dit à chaque acteur, à chaque nœud, ce qu'il doit faire et quand. Toi, le nœud Airtable, va chercher cette info. Toi, le nœud ChatGPT, prends cette info et rédige un email avec. Toi, le nœud Gmail, envoie cet email. C'est nous qui concevons toute la chorégraphie. C'est très directif. Très. Avec un agent IA, on change de rôle. On ne donne plus d'instructions pas à pas, on lui donne deux choses, une boîte à outils et un objectif. Une boîte à outils? La boîte à outils, c'est par exemple, tu as accès à Airtable, tu as accès à ChatGPT et tu as accès à l'outil d'envoi d'email. L'objectif, c'est une instruction en langage naturel, comme on parlerait à un assistant. Genre? Fais un résumé de l'avancement du projet pour le client de Genève et envoie-lui par email. Et ensuite? Que se passe-t-il? Et ensuite, c'est l'agent qui se débrouille. Il va raisonner, il va se dire « Ok, pour cette mission, je dois d'abord utiliser mon outil Airtable pour trouver le client de Genève. Ensuite, je dois lire les infos de son projet. Puis, je dois utiliser mon outil ChatGPT pour synthétiser tout ça dans un texte clair. Et enfin, je dois utiliser mon outil d'email pour envoyer ce texte à l'adresse que j'ai trouvée dans Airtable. Il choisit les outils et les enchaîne lui-même. Pour atteindre le but. C'est ça. La source fait un parallèle que je trouve génial. C'est comme embaucher un stagiaire. On ne lui explique pas où cliquer, on lui dit « voici tes accès au logiciel et voici ta mission pour la journée ». L'agent IA, c'est un stagiaire digital. C'est tout à fait ça. Mais cette analogie me rend aussi un peu nerveux. Un stagiaire, ça peut se tromper, mal comprendre, utiliser le mauvais outil ou même faire une grosse bêtise. Comment on gère un agent autonome qui n'a plus de script à suivre? Ça semble à la fois surpuissant et potentiellement risqué. Et vous mettez le doigt sur la nouvelle compétence clé. Le travail n'est plus d'être un programmeur qui écrit des scripts. C'est d'être un manager qui définit un cadre. D'accord. On ne code plus le comment. On définit les règles du jeu. On va donner à l'agent un accès à Airtable, mais peut-être en lecture seule au début. On va lui donner des instructions très claires sur le ton employé, sur les informations qu'il a le droit de manipuler. Le prompt, l'instruction de départ, devient cruciale. Il devient un brief de manager, pas une ligne de code. La compétence se déplace de la technique pure vers la capacité à formuler des objectifs clairs, des contraintes et des garde-fous pour ce nouvel employé digital. On passe de micro-manager à manager stratégique en quelque sorte. C'est la transition parfaite. Et ça boucle la boucle avec notre tout premier point sur l'importance de la donnée. La qualité du travail de l'agent dépendra entièrement de la qualité du contexte et des instructions qu'on lui fournit en entrée. Logique. Un brief flou donnera un résultat médiocre, un brief précis et bien cadré donnera un résultat puissant. L'art du prompt devient l'art du management. C'est fascinant. En résumé, on est parti des briques élémentaires de l'automatisation, le déclencheur, la séquence de nœuds. On y a ajouté de l'intelligence avec des conditions, de la robustesse avec la gestion des erreurs, C'est ça. pour finalement arriver à ce concept d'agent. Une approche où l'on ne dicte plus chaque geste, mais où l'on délègue une mission entière à une IA en lui faisant confiance pour utiliser les bons outils au bon moment. Tout à fait. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée. Une question pour aller un peu plus loin. Allez-y. Cette source nous montre comment donner des outils à une IA pour qu'elle agisse. Mais à mesure qu'on passe du rôle de programmeur de workflow à celui de manager d'agent autonome, la question fondamentale change. Elle n'est plus comment puis-je automatiser cette tâche, point, mais qu'est-ce qui fait un bon manager pour une main-d'œuvre digitale? Il ne s'agit plus seulement de compétences techniques, mais de jugement, de capacité à anticiper les risques, à définir des frontières claires et éthiques. Quand votre stagiaire digital a accès aux données réelles de l'entreprise et aux clients, comment on s'assure qu'il agisse non seulement de manière efficace, mais aussi de manière responsable? C'est probablement le vrai défi pour les années à venir.